Sensibilisation aux méthodes intégrées de lutte et de prévention contre les maladies vectorielles. Faisons connaissance avec le moustique. Le moustique est un arthropode. Mais au fait, savez-vous qui sont les arthropodes? Il faut savoir que le mot arthropode vient du grec arthron, qui veut dire articulation, et pod, qui veut dire pied. Aussi, le mot arthropode signifie qui a des pieds articulés. Les arthropodes font partie d'un embranchement d'animaux dits invertébrés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vertèbres comme nous les humains. Ils se développent à l'intérieur d'un exosquelette, qui est en fait un squelette externe. C'est pour cela que, lors de leur développement, ils vont avoir besoin de muer. En effet, leur croissance va passer par des stades successifs en changeant leur squelette pour grandir de taille, lors de la mue de croissance, ou bien pour acquérir de nouveaux organes ou changer de forme, lors de la mue de transformation. Pour mieux comprendre, prenez l'exemple de l'armure d'un petit chevalier. Lorsque celui-ci va grandir, il va être obligé de changer de taille d'armure. C'est la même chose avec les mues. L'embranchement des arthropodes est de très loin celui qui possède le plus d'espèces et le plus d'individus de tout le règne animal. Et autre caractéristique, les arthropodes ont un corps segmenté. Le moustique est donc un arthropode, mais c'est aussi un insecte. Les insectes font partie d'une classe de l'embranchement des arthropodes. Ils sont caractérisés par un corps segmenté en 3 parties principales. D'après vous, quelle est la première partie du corps d'un insecte? La tête, bien sûr. La tête de l'insecte porte 2 antennes, 2 yeux et des pièces buccales à l'intérieur de la bouche. La paire d'antennes va permettre à l'insecte de sentir, de toucher, de goûter, de détecter les mouvements et les sons et de détecter les signaux chimiques que sont les phéromones. Les yeux lui permettront de voir et les pièces buccales lui permettront de se nourrir. D'après vous, quelle est la seconde partie du corps de l'insecte? Le thorax. Le thorax est pourvu de 3 paires de pattes, soit 6 pattes au total, qui sont articulées. Ceci est un point anatomique très important, car il signifie bien que les insectes font partie de l'embranchement des arthropodes. Pour certains insectes, on compte 1 ou 2 paires d'ailes. La mouche, le moustique ont une seule paire d'ailes. L'abeille, la coccinelle, le criquet ou la libellule ont 2 paires d'ailes. Certains insectes n'ont pas d'ailes, comme le pou ou la puce. Et alors que certains insectes sont dépourvus d'ailes, comme les fourmis ouvrières, les reproducteurs, que sont les mâles et les reines, en ont. Cela leur permet d'effectuer un vol nuptial ou un déplacement pour créer une nouvelle colonie. Sachez que les reines fourmis perdront leurs 2 paires d'ailes quand elles regagneront leur fourmilière. Et maintenant, devinez quelle est la 3e partie du corps de l'insecte. L'abdomen. L'abdomen des insectes est généralement composé de plusieurs segments. Chez certains insectes, comme l'abeille ou la guêpe, il y a un organe piqueur à son extrémité, qui est le dard. Sa fonction, bien sûr, c'est la défense ou la prédation pour immobiliser une proie, notamment chez la guêpe. Il faut bien distinguer le fait de se faire piquer ou mordre par un insecte qui se nourrit, donc par la bouche, d'une piqûre de défense qui est faite par le dard au niveau de l'abdomen. Le moustique fait partie de la classe des insectes au sein de l'embranchement des arthropodes. Mais quelles sont les autres classes d'arthropodes? Vous connaissez sans doute la classe des arachnides. Ils sont caractérisés par leurs 4 paires de pattes,
c'est-à-dire 8 pattes en tout. On trouve dans cette classe bien sûr les araignées, les scorpions, le grand groupe des acariens avec les tiques, les aoutas et toute la microfaune. Au sein des arthropodes, nous avons vu les insectes, les arachnides. Voyons maintenant la classe des crustacés. Les crustacés sont caractérisés par leurs 5 paires de pattes, soit 10 pattes au total. On connaît bien les crustacés aquatiques, mais certains vivent sur terre, comme les crabes de terre et plus près de nous les cloportes. Certaines espèces de cloportes peuvent se rouler en boule quand elles se sentent menacées. Enfin, après la classe des insectes, des arachnides et des crustacés, la dernière classe des arthropodes est constituée par les myriapodes, du grec myrios qui signifie 10 000 et pod qui signifie pied. Ils sont communément appelés mille-pattes, comme les hules et les scolopendres. La tête comporte une paire d'antennes, des pièces buccales et parfois des crochets à venin comme pour le scolopendre. Les anneaux qui suivent la tête comportent chacun soit une, soit 2 paires de pattes. Maintenant, voyons comment grandissent les arthropodes. Cela commence avec un œuf pondu par une des femelles. La ponte va être variable d'une espèce à l'autre. Il peut s'agir d'un paquet ou une grappe d'œufs déposés sur un support ou dans de l'eau, ou bien d'un œuf unique, comme par exemple l'abeille qui va déposer un œuf par alvéole. Chez certains arthropodes, les femelles gardent les œufs sous elles, les cloportes par exemple. Mais au départ, il y a toujours un œuf, sauf quelques rares exceptions. Que va-t-il se passer après la ponte de l'œuf ou des œufs suivant les espèces? Après la ponte, il y a 2 grands types de développement. Le premier est celui où l'éclosion, c'est-à-dire la sortie de l'œuf, libère une larve qui ressemble à l'insecte adulte mais qui est plus petite. Les petits ressemblent aux adultes. C'est le cas par exemple pour les blattes, les criquets et les punaises. À chaque phase de développement, indiquée par les flèches bleues sur le schéma, correspond une mue de croissance. On en revient à l'histoire du petit chevalier qui doit changer d'armure quand il grandit. Pour information, ce type de développement est appelé hétérométabole. Le second type de développement est celui où l'éclosion, c'est-à-dire la sortie de l'œuf, va libérer une larve qui est complètement différente de l'adulte. Différente par son organisation morphologique et anatomique, par son habitat et son mode de vie, et par son régime alimentaire. Les petits ne ressemblent pas du tout aux adultes, comme par exemple la chenille et le papillon. Pour ce papillon, chaque phase de développement passe par une transformation complète. De l'œuf sort une chenille qui est mobile, qui circule, puis il y a une métamorphose complète au cours d'un stade complètement immobile. C'est la nymphe, aussi appelée chez le papillon la chrysalide. Puis, de cette nymphe sortira le papillon adulte, qui ne ressemblera en rien à la larve issue de l'œuf. La femelle papillon pondra des œufs et le cycle se poursuit. Selon les espèces de papillons, la nymphose se fait à l'air libre ou sous terre, par exemple pour les chenilles processionnaires. Pour information, ce type de développement est appelé holométabole. Retrouvons maintenant notre moustique. Voyons ensemble précisément quel est son type de développement. Vous verrez qu'il se rapproche de celui du papillon puisque les petits ne ressemblent pas aux grands. Mais cela commence toujours par un œuf. Le moustique a un cycle de développement relativement complexe puisqu'il va se dérouler dans 2 milieux très différents. Tout d'abord, en milieu aquatique, c'est la phase immature, puis dans l'air, c'est la phase adulte.
Si vous comprenez bien son cycle de développement, vous saurez prendre les bonnes mesures de prévention pour ne plus vous faire piquer. Voyons cela en détail. Quelle que soit l'espèce de moustique, leur développement se déroule en 4 phases. L'œuf, la larve, la nymphe et l'adulte. Nous commencerons par l'œuf. Les œufs sont pondus, selon les espèces, directement sur l'eau ou sur un support humide. C'est le cas pour le moustique tigre. Dans l'eau ou lors de la mise en eau de la zone de ponte, les œufs vont libérer des larves aquatiques qui ont besoin d'eau pour se développer. L'environnement aquatique dans lequel les larves se développent est appelé le gîte larvaire. En fonction des espèces, il peut être très différent. Le gîte larvaire peut être une zone humide de taille importante, comme un marais par exemple, alors que pour d'autres espèces, le gîte larvaire peut être un petit récipient d'eau, tel qu'un bidon de récupération d'eau de pluie ou encore une soucoupe de pot de fleurs. Ces larves vont grandir en passant par 4 mues successives de croissance. La durée peut s'étaler de quelques jours à plusieurs dizaines de jours, selon la richesse en nourriture du gîte larvaire et de la température. Plus il fera chaud et plus le gîte larvaire sera riche en nutriments et plus rapide sera le cycle, qui peut alors se réduire à 4 ou 5 jours dans les meilleures conditions de croissance. Au terme de 4 mues, les larves survivantes se transformeront en nymphes, toujours en milieu aquatique. C'est la métamorphose. Puis, il y aura l'émergence. Les adultes s'envoleront. C'est le passage à la phase aérienne. Les mâles et les femelles se nourrissent de nectar et de jus sucré, de fleurs ou de fruits, pour répondre à leurs besoins énergétiques. Mais lorsque les mâles et les femelles vont s'accoupler, seules les femelles chercheront à piquer des animaux, dont les êtres humains, pour avoir un repas sanguin qui fournira un apport en protéines nécessaire à la maturation des œufs. Ces œufs seront ensuite déposés dans un gîte larvaire. Le cycle est bouclé. Les femelles d'Aedes albopictus, surnommées le moustique tigre, vivent en moyenne 1 mois et peuvent faire jusqu'à 5 pontes d'une cinquantaine d'œufs, soit au total 250 œufs. Le moustique tigre, rapprochons-nous un peu de lui pour faire sa connaissance. On l'imagine bien rayé de jaune et de noir comme le tigre. Mais en fait, il est contrasté de blanc et de noir. Il aurait dû s'appeler moustique zèbre. Regardons sa carte d'identité. De nombreux moustiques sont rayés jaune ou blanc sur noir ou marron. Le moustique tigre, Aedes albopictus, est tout d'abord petit, en moyenne 5 à 6 mm seulement. Et il est rayé blanc et noir. On le reconnaît bien par une ligne blanche longitudinale et centrale unique, visible sur son thorax, sur la face dorsale. C'est une espèce agressive qui pique le jour, avec un pic d'agressivité au lever du jour et un pic d'agressivité au crépuscule, c'est-à-dire environ les 2 heures qui précèdent le coucher du soleil. C'est un moustique urbain. Il vit notamment près de l'homme qui lui offre le gîte et le couvert. Le gîte, avec nos jardinières, l'arrosage de nos plantes, des petites collections d'eau, des arrosoirs, et le couvert, avec la possibilité de nombreux repas sanguins sur nous ou nos animaux domestiques. Le moustique tigre nous pique en pleine journée. Mais au fait, peut-il nous transmettre des maladies? Peut-il être vecteur de maladies? Oui, le moustique tigre peut transmettre des maladies. Lors de la piqûre, il injecte de la salive qui peut être dans certains cas infectante. Les agents pathogènes transmis par la piqûre du moustique tigre sont des virus, soit le virus de la dengue, soit le virus du chikungunya,
soit le virus Zika. Toutes ces pathologies ont des symptômes très similaires quand symptômes il y a, car pour Zika, 80% des personnes infectées n'ont aucun signe de la maladie. Voici une description des symptômes de chaque pathologie. La dengue se traduit par une forte fièvre, des douleurs musculaires, un mal de tête important. Elle est décrite comme une grippe d'été. En général, on en guérit. Il peut y avoir des complications de type hémorragique. Le chikungunya se traduit par une forte fièvre, des douleurs articulaires, notamment au niveau des extrémités, poignets, phalanges, chevilles, des douleurs musculaires, un mal de tête et une éruption cutanée. Il peut y avoir des séquelles douloureuses qui peuvent être longues, ainsi que des complications neurologiques et cardiaques. Le Zika, il est très souvent asymptomatique. Quand il y a des symptômes, il s'agit de fièvre, douleurs articulaires et musculaires, mal de tête, éruption cutanée et conjonctivite. Il peut y avoir des complications neurologiques. Par contre, asymptomatique ou pas, la transmission du virus durant la grossesse peut avoir de très graves conséquences sur le fœtus, avec notamment un développement altéré du cerveau, se traduisant soit par la perte du bébé, soit par la mise au monde d'un enfant avec un petit crâne. On parle de microcéphalie car le cerveau ne s'est pas développé, et dans ce cas-là, l'enfant sera handicapé à vie. Cette carte représente l'implantation du moustique tigre dans le monde en 2007. Initialement originaire de l'Asie du Sud-Est, il s'est ces dernières années disséminé à travers le monde et a colonisé de nombreux territoires. Sa capacité d'adaptation à de nouveaux environnements, l'urbanisation qui fournit une multiplicité de gîtes larvaires favorables à son développement, notamment en zone urbaine et périurbaine, sa capacité de mise en dormance hivernale sous forme d'œuf, une sorte d'hibernation appelée diapause, déclenchée par le raccourcissement de la durée du jour, font qu'il est désormais durablement implanté sous nos latitudes. Sa progression a notamment été accélérée par les échanges commerciaux entre continents, les moustiques pouvant être transportés passivement, principalement sous forme d'œufs, dans des conteneurs, des camions et au sein de marchandises, notamment lors du transport des pneus usagés. Ceci a été facilité par la capacité de ces œufs à résister à la dessiccation, c'est-à-dire à survivre en l'absence d'eau. Cette carte montre la progression du moustique tigre entre 2004 et 2015 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, région qui historiquement est la première à avoir été colonisée par le moustique tigre en France. On observe que le moustique tigre est largement implanté dans tous les départements de la région PACA. Seules les Hautes-Alpes et l'arrière-pays des Alpes-Maritimes restent préservés grâce à un relief important, une faible densité d'habitants et des voies de circulation limitées. Dans les autres départements, la quasi-totalité de l'espace est touchée par le moustique tigre, qui est par ailleurs très abondant sur la frange littorale. En 2015, le moustique tigre était présent dans 65 nouvelles communes de la région, notamment dans le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence. En Corse, la Haute-Corse est pratiquement entièrement colonisée jusqu'à plus de 800 mètres d'altitude. Quelques villages situés à environ 900 mètres le sont aussi. L'expansion du moustique en Corse du Sud est plus lente, mais l'ensemble du littoral est envahi depuis 2013 et le moustique colonise dorénavant des villages plus en altitude. Revenons sur la façon dont le moustique tigre transmet une maladie d'une personne malade à une personne saine. Au départ, nous avons une personne malade avec un virus qui circule dans son sang. Un moustique sain la pique. Le moustique ingurgite alors du sang contenant le virus. Le virus va se développer à l'intérieur du moustique en quelques jours sans le tuer. Le virus va passer par la paroi de l'intestin du moustique, diffuser dans l'ensemble de son organisme
et va se retrouver dans les glandes salivaires du moustique. Il faut environ une semaine entre le moment où le moustique prélève le virus au cours d'un repas de sang infectant et le moment où il est capable de transmettre le virus à nouveau par sa salive. La femelle moustique pique tous les 4 à 6 jours pour assurer la maturation de ses œufs. Lors de son prochain repas sanguin, le moustique, maintenant contaminé, pique une personne saine et lui injecte sa salive pour anesthésier le point de piqûre et fluidifier le sang de son hôte. À cette occasion, il inocule les virus présents dans ses glandes salivaires. Quelques jours après, 5 à 11 jours, la personne nouvellement contaminée peut développer une pathologie avec symptômes ou être contaminée sans symptômes, comme la situation particulièrement problématique chez la femme enceinte en cas d'inoculation du virus Zika. Elle peut à son tour être piquée par un moustique sain et le cycle de transmission du virus d'une personne malade à une personne saine se renouvelle. Si le cycle se reproduit, il peut être à l'origine d'une épidémie. Parmi les personnes infectées par un moustique tigre porteur d'une maladie comme le chikungunya, la dengue ou Zika, il est intéressant de connaître la différence entre une personne infectée à l'étranger qui va développer la maladie en France de celle qui sera infectée en France. Dans le premier cas, la personne infectée à l'étranger et revenue en France sera appelée un cas importé. Dans le second cas, la personne saine en France qui se fera piquer par un moustique tigre ayant d'abord piqué un cas importé sera appelée cas autochtone. Cette différence permet d'identifier les meilleures mesures sanitaires à mettre en place pour éviter le démarrage d'une épidémie. Heureusement, tous les moustiques tigres ne sont pas infectés par les virus du chikungunya, de la dengue ou de Zika. En préventif, que faire pour ne pas se faire piquer et ainsi éviter les éventuels moustiques tigres contaminés? Au-delà des pathologies que les moustiques tigres peuvent transporter, ils constituent également une nuisance. Les piqûres sont douloureuses, multiples, se gratter provoque des lésions. La première protection est de se couvrir, notamment aux heures de plus grande activité des moustiques. Porter des vêtements couvrants, amples, s'ils collent à la peau, le moustique peut piquer à travers, et clairs, les couleurs sombres attirent ces moustiques. Si la nuisance est trop importante, l'utilisation d'un répulsif pour la peau ou d'un insecticide spécifique pour les vêtements est alors possible. Attention à bien lire les notices d'utilisation et de ne pas renouveler sans cesse les vaporisations. L'usage de la moustiquaire est utile lors de la sieste, car le moustique a une activité diurne, il est actif le jour. Mais surtout, il est très important de lutter contre la multiplication des moustiques, et donc de lutter à la source, dans les lieux de développement des larves, en supprimant les gîtes larvaires. La lutte raisonnée passe par la connaissance du cycle de développement du moustique tigre, et notamment dans sa phase initiale en milieu aquatique. Cela permet la recherche et la destruction des gîtes larvaires. Ainsi, il n'y aura pas de moustiques adultes. La capsule d'une boisson, un jouet laissé dans le jardin, des feuilles mortes recroquevillées, un seau ou un arrosoir peuvent constituer des petites collections d'eau susceptibles de représenter un gîte larvaire pour le moustique tigre Aedes albopictus. Un arrosage ou une pluie va suffire à remplir ces gîtes le temps nécessaire d'un ou plusieurs cycles de développement aquatique du moustique. Pour lutter contre la multiplication du moustique tigre, il est alors important d'éliminer les eaux stagnantes, de vider les coupelles sous les plantes et de vider tous ces petits récipients pour empêcher l'eau de stagner. Mettre du sable dans les coupelles sous les plantes peut permettre de les arroser sans craindre la création d'un gîte larvaire au pied de la plante, à proximité immédiate de vos jambes si la jardinière est posée sur une terrasse ou un balcon où vous prenez vos repas. L'utilisation d'insecticides dans le milieu naturel, dans le jardin contre les adultes ou dans les gîtes larvaires contre les larves, est une fausse bonne idée. D'une part, leur durée d'action est limitée dans le temps,
donc il faudra répéter les applications, avec un risque d'intoxication des animaux domestiques et de vous-même en touchant les zones vaporisées. À terme, cela entraînera une résistance des moustiques à ces insecticides. Pour lutter contre la multiplication des moustiques, il est également important d'entretenir les gouttières et les caniveaux, enlever les feuilles mortes et tout ce qui empêche l'eau de s'écouler normalement. Pour lutter contre la multiplication des moustiques, il est aussi important de couvrir les réservoirs d'eau, de fermer avec un couvercle ou de couvrir avec une moustiquaire. Nous venons de voir comment agir pour supprimer les gîtes larvaires. Pour lutter contre la multiplication des moustiques, il est également possible d'empêcher les moustiques de se développer, en agissant sur la seconde partie de leur cycle de développement en phase aérienne. Entre les repas, la femelle moustique se repose, notamment à l'abri dans les haies, les herbes folles, les débris végétaux. D'où l'intérêt d'entretenir l'environnement pour compliquer la vie des moustiques en limitant ces zones de repos. Le moustique tigre est vecteur de maladies comme la dengue, le chikungunya et Zika. D'autres arthropodes sont aussi vecteurs de pathologies. Les tiques de la classe des arachnides, avec leurs 4 paires de pattes, peuvent transmettre la maladie de Lyme, la borréliose. Les phlébostomes, de la classe des insectes avec leurs 3 paires de pattes, peuvent transmettre la leishmaniose aux chiens, mais également à l'homme. Chez les poux, de la classe des insectes avec leurs 3 paires de pattes, il y a 2 cas de figure. Les poux présents sur la tête ne transmettent pas de maladie. Par contre, les poux du corps peuvent transmettre des pathologies. Le typhus exanthématique, la fièvre récurrente, ainsi que la fièvre des tranchées tristement connue lors des Premières et Secondes Guerres mondiales. Pour terminer cette sensibilisation aux méthodes intégrées de lutte et de prévention contre les maladies vectorielles, nous vous proposons la diffusion du film d'animation de l'Institut de recherche pour le développement, IRD, Moustique Tigre, The Film. Retrace à travers le personnage de Aïda, moustique tigre femelle Aedes albopictus, sa vie, son développement, son œuvre et les moyens de protection. Bon visionnage!